Tous les chasseurs connaissent les fusils semi-automatiques et beaucoup s'en servent sans trop savoir de quoi on parle quand on veut un semi-auto. Bien souvent, on veut un outil pour être efficace. Pourtant, tous ces fusils ne fonctionnent pas de la même façon, je parle au niveau mécanique, et l'usage peut différer en fonction du soin que vous souhaitez leur accorder. Aujourd'hui, je vous propose de faire le tour de deux systèmes assez connus, le système de chez Benelli, le système à inertie, et le système beaucoup plus courant aujourd'hui, le système à empreinte gaz. Je voulais profiter aussi de ce moment pour vous expliquer le fonctionnement de cette chaîne. On a trouvé des partenaires qui fonctionnent exactement comme des annonceurs, c'est-à-dire qu'ils soutiennent la chaîne. En échange, bien évidemment, on va faire des présentations produits. Il y a un point quand même qui est très important, c'est que les présentations produits seront faites de la même manière que j'ai pu avoir l'habitude de les faire sur un autre média. L'idée, c'est de faire un vrai travail journalistique. C'est pas de prendre un produit et de vous en faire la promotion. Ça, je pense que j'arriverai à peu près jamais à le faire. L'idée, c'est d'avoir un vrai esprit critique. Alors, quand un produit est complètement nul, et ça m'est déjà arrivé, le produit repart et on n'en parle même pas. En revanche, il est toujours bon d'essayer de trouver peut-être parfois quelques points d'amélioration. Et donc, sur certains produits, voilà, ce ne sera pas tout blanc ou tout noir. L'idée, c'est d'avoir un vrai avis et un vrai retour d'expérience sur les produits qu'on peut m'envoyer et que je vous présenterai. À nouveau, et c'est très important, l'idée, c'est d'avoir une transparence totale avec vous. Une cartouche qui fonctionne, on le dit. Une cartouche qui fonctionne un peu moins bien, on le dit aussi, en restant toujours mesuré. Pour faire des vrais tests de cartouches, il faudrait tirer dans au moins 10 fusils différents. Moi, c'est toujours avec le matériel que j'ai ici. Donc, ce qui est valable ici pour moi ne sera pas forcément valable pour vous. Mais voilà, ça permet de donner une idée sur certaines choses. On aura donc d'un premier côté toute la partie partenaire, annonceur, mais en gardant notre propre ligne éditoriale. Et de l'autre côté, je viens d'ouvrir la chaîne à des abonnements. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et ça permet de financer des projets. À chaque fois, tous les reportages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, où je me déplace, où je vais voir les gens, c'est un investissement. Je sens que ça vous plaît. L'idée ici, ce ne sera pas de faire un contenu exclusif pour les gens qui payent. Je veux que le contenu reste libre, je veux que le contenu reste gratuit. Mais vous l'aurez compris, pour que ça fonctionne mieux et pour que les reportages soient toujours plus intéressants, en tout cas les projets toujours plus grands, voilà, ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la chaîne avec un abonnement à 5 € par mois. 5 € par mois, pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, ça ne fait pas grand-chose. En tout cas, ça permettra de monter des projets toujours plus intéressants. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton rejoindre. Bref, un grand merci pour tous ceux qui le font. Ça nous aidera à grandir. Venons-en maintenant à nos fusils semi-automatiques. Et je vous propose de commencer par un petit peu d'histoire. J'ai ici, pour commencer, un semi-auto de la marque Breda, qui est très fortement inspiré du célèbre Auto 5 de John Moses Browning, avec la bosse que beaucoup détestent en moins. Je vous en parle parce que dans l'imaginaire collectif, c'est là que débute l'histoire des semi-autos, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. Des armuriers de Saint-Étienne, les frères Clerc, avaient déposé dans les années 1880 un brevet de divers systèmes d'armes automatiques par empreinte gaz avec un évent, un piston et une culasse qui reculait vers l'arrière. Et vous allez voir, c'est bien ce principe qui est utilisé aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à l'époque, la poudre noire encrassait tout, donc le système fonctionnait mal, donc forcément, c'est tombé dans l'oubli, mais l'idée était déjà née. John Moses Browning, lui aussi, dès 1891, avait déjà travaillé dessus pour une première mitrailleuse avant de l'abandonner et de changer de système, d'où, et j'y arrive enfin, l'apparition commerciale en 1903 de l'Auto 5, donc c'est un système semblable à celui-là, dit à long recul de canon. Il fut mis au point en 1898 et breveté en 1900. Tout ça pour dire que l'idée de l'empreinte gaz pour les semi-autos était certainement antérieure. Elle put enfin voir le jour correctement avec l'arrivée des poudres modernes. Venons-en maintenant à nos deux systèmes actuels pour commencer avec le système inertiel. Encore une fois, l'histoire retient que Benelli fut le premier en 1968 à sortir un fusil semi-auto à inertie. En réalité, c'est un Suédois, Sjögren, quelque chose comme ça, je le dis probablement très mal, qui l'inventa en 1902. Cette arme fonctionnait, mais à l'époque, il n'y avait pas de boîtier pour protéger la culasse. Donc, on avait un rail, rien au-dessus, et la culasse faisait des allers-retours. Résultat, les chasseurs l'ont boudé parce qu'ils avaient peur de prendre la culasse dans la tête, et ça se comprend. En 1907, ce dispositif fut repris par Carlson, qui en fabriqua 5000 exemplaires pour les commercialiser jusqu'en 1909, avant de tomber lui aussi dans l'oubli. On va maintenant regarder comment fonctionne ce mécanisme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le démonter. Et ça, l'idée de le démonter, c'est pour vous montrer à quel point c'est simple et qu'il y a très peu de pièces.
Vous voyez, ça se démonte en 2 secondes. Donc c'est bien ça hein, qu'il n'y avait pas sur les premières versions faites notamment par Carlson. Il n'y avait pas ça au-dessus. Et il faut imaginer qu'il n'y avait pas ça non plus. Donc en fait, on avait vraiment la culasse qui était sur le rail et qui allait d'avant en arrière. Et donc j'imagine que quand on tirait, on devait la voir arriver très très proche. Et on devait avoir en tête que si cette partie-là qui est reliée au ressort de crosse casse, là la culasse on la prend dans le nez. Donc voilà notre fameuse culasse de chez Benelli. Donc là j'ai un Benelli qui fonctionne à inertie. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Là ici il n'y a que 8 composants. On a un ressort à l'intérieur. Bon, je ne vais pas tout démonter, mais on n'a pas grand chose, c'est très très simple. Ce que je vous propose pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, c'est de prendre une image. Prenez un ballon de baudruche. Lorsque vous tapez dedans, le ballon va se déformer, il absorbe l'énergie avant de la restituer, permettant le mouvement du ballon vers l'avant. Et bien ici, c'est exactement le même principe. On est verrouillé ici. Lorsque l'amorce est percutée, la poudre s'embrase, entraînant l'expulsion de notre charge et le recul du fusil. Cette action comprime un ressort qui se trouve dans la culasse qui va libérer la tête rotative. La culasse se déplace ensuite vers l'arrière et vient comprimer un deuxième ressort qui se trouve dans la crosse, comme ça. La cartouche tirée est alors éjectée, une nouvelle monte dans la chambre, les ressorts se détendent, l'arme est à nouveau prête à faire feu. Le fonctionnement du système inertiel ne se fait qu'avec le recul du fusil. Donc l'avantage, c'est que pour le remonter, ça va très vite parce qu'il y a très peu de pièces. Et voilà, donc c'est très simple. Alors évidemment, tous les fusils qui soient à empreinte gaz ou inertielle ont leur propre petite différence, leur propre petit système. Mais bon, c'est quand même à chaque fois relativement semblable. Passons maintenant au fusil à empreinte gaz. Pareil, je vais le démonter, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de pièces. On expliquera son fonctionnement dans la foulée. Donc là, on le voit déjà, c'est un peu plus massif, un peu plus gros, et il y a plusieurs pièces qui doivent rentrer en action. Donc le canon, on a ici le piston, très important pour l'empreinte gaz, sinon ça ne fonctionne pas. Ça et ça. Donc c'est bien cette pièce-là qui, par l'action du piston, va venir pousser la culasse au moment du tir. Donc vous voyez, par rapport à l'inertie, et j'ai même pas encore démonté la culasse, on a beaucoup plus de pièces et on a une culasse qui est en 2 parties. Si on regarde maintenant rapidement l'action au niveau du canon, on s'aperçoit ici qu'il y a un espace réservé justement à une partie de la culasse. C'est vraiment cette action-là, cette action de reculer qui est primordiale et qui permet, au moment où ça recule, de faire baisser la partie supérieure et donc de déverrouiller par rapport au canon. Donc si je remets tout en ligne pour voir le fonctionnement, donc je remets la culasse, le ressort, le piston qui va venir pousser ici, on va bien le voir, la culasse, on va bien le voir, j'en sais rien. Voilà, donc la cartouche est tirée, on a les gaz qui sortent de ces évents, qui viennent au niveau du piston. Le piston, la façon de... Alors ils sont pas tous faits comme ça. Le piston va venir pousser cette partie-là, ici, qui va venir pousser la culasse, qui, de la même façon que pour l'inertie, va venir comprimer un ressort qui se trouve dans la crosse, puis réalimenter une autre cartouche. Ces deux systèmes qui se font face depuis assez longtemps poussent à un éternel débat de savoir lequel est le meilleur. Alors moi je pense qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est vraiment en fonction des usages. Les deux ont des intérêts, mais les deux ont aussi des inconvénients. Alors, comment choisir? J'ai envie de vous dire, c'est en fonction de l'usage qu'il faut choisir et en fonction du soin et du temps que vous voulez accorder à l'entretien de vos armes. Ces deux systèmes ont largement fait leurs preuves. Le fusil à inertie permet d'avoir une arme beaucoup plus agréable en main parce qu'elle est beaucoup plus fine au niveau de la longuesse, beaucoup plus légère, beaucoup plus maniable. Bref, quelque chose de beaucoup plus agréable, en tout cas
pour moi. Le très gros plus aussi du système à inertie, c'est sa fiabilité. On n'a pas de problème avec les gaz parce qu'ils sont tous expulsés vers l'avant. Il y a très peu de pièces. C'est que du mécanique. Voilà, vous serez très rarement enrayé avec ce système d'armes, voire quasiment jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une limite à ce système. Mais c'est vrai qu'en termes de maniabilité, la longuesse est beaucoup plus fine. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir une longuesse fine à l'avant. La prise en main, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus confortable. C'est un fusil qui est aussi beaucoup plus léger parce qu'il demande beaucoup moins d'éléments. Mais ça, évidemment, il y a un revers de la médaille, c'est qu'on va avoir un recul beaucoup plus important. J'ai tiré avec ce fusil des charges légères, j'imagine pas tellement en tirer des grosses. Après, c'est comme tout, j'imagine que c'est une histoire d'habitude. Et puis les fabricants ont quand même énormément progressé, notamment avec ces crosses chez Benelli, les Progressive Comfort. Donc voilà, il y a quand même des progrès qui ont été faits, mais il faut s'habituer à ce recul. Autre chose un peu moins vrai aujourd'hui avec les fusils et les cartouches modernes, c'est le choix des munitions. Un fusil à inertie ne pourra pas forcément tirer toutes les charges que vous lui présenterez. Il a besoin d'assez de recul pour fonctionner. Attention aussi les sauvaginiers, et d'ailleurs on le voit bien, ce fusil n'est pas fait pour, il n'y a aucun dispositif qui est fait pour accueillir une optique. Attention avec le système à inertie qui n'aime pas tellement le poids supplémentaire d'une optique, surtout avec le tir de petites charges. Pour l'empreinte gaz, on va avoir quelque chose de plus lourd, de plus encombrant. La longuesse est beaucoup plus grosse, c'est un petit peu moins agréable au niveau de la main. Tirer au coup d'épaule va être un petit peu plus compliqué parce que forcément, il y a toute cette machine-là à bouger. Maintenant, le fait qu'elle soit plus lourde et le fait que les gaz soient répartis, on a beaucoup moins de recul avec ce genre de système. Mais, et donc parce qu'il y a toujours un mais, attention parce que la récupération des gaz encrasse énormément ces armes. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un suivi beaucoup plus régulier et être beaucoup plus attentif à bien les nettoyer. Donc un entretien régulier et un suivi régulier aussi. Si vous voulez que votre arme ne s'enraille pas, eh ben, il faut l'entretenir. Alors que le système à inertie, bon, on peut dire qu'il fonctionnera à peu près toujours et dans toutes les conditions. Là, c'est un petit peu moins vrai, même si un petit peu comme le système à inertie avec les efforts qui ont été faits, notamment dans la crosse pour contenir le recul, bah là, de la même façon, énormément d'efforts ont été faits. Les poudres sont de moins en moins encrassantes. Donc voilà. Mais gardez en tête qu'il faudra un suivi beaucoup plus régulier. Un autre très bon côté aussi des fusils à empreinte gaz, c'est que vous pouvez lui donner n'importe quelle charge et passer d'une toute petite charge à une très grosse charge. C'est le fusil qui s'adaptera à chaque fois, c'est la mécanique du fusil qui s'adaptera. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Donc vous mettez n'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez dans votre fusil, n'importe quoi, ça fonctionnera toujours. Vous pouvez passer d'une petite cartouche à une très grosse cartouche, ça fonctionnera parfaitement. Il n'y a pas à se poser de questions. On a donc ici deux systèmes, j'ai envie de dire deux usages. Comme d'habitude, c'est une affaire de choix et de compromis. Préférez les systèmes à inertie si vous n'êtes pas très soigneux et si vous voulez une mécanique qui fonctionne à chaque fois. Si vous partez en voyage, si vous le mettez dans l'eau, dans la boue, il n'y aura jamais de problème avec ces systèmes-là. Partez sur de l'empreinte gaz si vous voulez plus de confort, mais sachez, et aussi si vous partez en voyage, qu'il vous faudra l'entretenir beaucoup plus. Voilà, ces fusils-là demandent un réel suivi. Une fois qu'il est encrassé, il s'enraye et les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Souvent, on arrive dans une armurerie, on dit « j'aimerais un fusil semi-automatique » et on ne sait pas forcément de quoi on parle. Là, vous voyez, il y a deux systèmes très différents qui sont pas adaptés à tous les usages et en tout cas pas à toutes les personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines informations et aura mis au clair le fusil que vous devez choisir en fonction de vous et de votre usage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter. Ceux qui le veulent, vous pouvez rejoindre la chaîne. Merci à tous et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.